Nous allons maintenant continuer à nous intéresser à l'un des leviers clés de notre débat, l'efficacité énergétique. Nous avons fait le choix de poser ces questions dans deux domaines, évidemment, qui nous touchent tous, la ville et la mobilité. Et comme tout à l'heure, nous sommes ravis d'avoir un panel ô combien international, puisque nous avons des intervenants qui nous viennent et qui vont surtout nous décrypter les enjeux depuis l'Europe, mais aussi l'Asie. Je vous demande d'accueillir tout de suite Rajat Gupta, Brahmanand Mohanty, Denis Clodic et Jean-François Münster. Merci de les accueillir. Messieurs, merci beaucoup de votre présence. Thank you very much for being here. Once again, this is half in English, half in French. So, voilà, donc vous allez mettre le casque ou pas, le cas échéant. Je vais vous présenter. I'm just going to introduce you briefly. Rajat Gupta, you are Professor of Sustainable Architecture and Climate Change and Director of the Oxford Institute for Sustainable Development in Oxford Brookes University, and you qualified as an architect in India. You're one of the best specialists of energy efficiency building. Brahmanand Mohanty, you are associated with the School of Environment, Resources and Development of the Asian Institute of Technology, which is based in Thailand, and a regional advisor in Asia for the ADEME, the French Environment and Energy Management Agency. Denis Clodic, vous êtes chercheur, ancien directeur de recherche à Mines Paris Tech, donc vous avez dirigé pendant 18 ans le centre énergétique et procédés. Vous avez créé en 2011 une start-up Energy Research Innovation Engineering qui développe des nouvelles technologies en matière d'efficacité énergétique, comme par exemple des pompes à chaleur. Et puis Jean-François Münster, vous êtes directeur scientifique de Total. Vous nous apportez des éclairages sur la position et les actions de Total sur ce sujet de l'efficacité énergétique. C'est le cœur de notre débat. Une fois de plus, il y aura le temps pour des questions après. Je vais commencer avec vous, Denis Clodic. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux secteurs sur lesquels il faut agir en matière d'efficacité énergétique? Merci. Donc le premier secteur, c'est clairement, au niveau européen en tout cas, le bâtiment. Et ça a été prouvé, je dirais, par le mouvement Passive House en Allemagne, où en gros la consommation d'énergie dans un climat plutôt froid a été divisée au moins par un facteur 20. Ce facteur 20, il vient de changements très profond de l'isolation des bâtiments, de l'étanchéité des bâtiments, des vitrages et une conception système. Donc je pense que c'est un des points clés qu'il faut garder en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler des grands gains énergétiques, c'est qu'on aura une approche système. Le deuxième, ça fait partie du thème, ça relève de la mobilité, et je pense qu'on verra au fur et à mesure qu'un des points clés, c'est la question de l'hybridation entre différentes énergies, pour consommer beaucoup moins et pour exploiter au mieux les systèmes moteurs. You both understand French, I think, but we'll do this in English. Rajat and Brahmanand, do you share this analysis for the big Asian countries like China and India? Brahmanand? I think the transport sector is going to be a big challenge in Asia, for the simple reason that if you look at Asia as a whole, about 12% of the fossil fuel import represents, compared to the domestic production, about 12% is imported. Whereas when it comes to petroleum products, it's something like 140%, which means Asia is heavily dependent on import. And as you know, in transport sector, there is limitation in actually switching over from petroleum products to other products for the moment, especially in Asia. Building sector definitely is also an issue, but I think from the experience that we have had in Europe,
we've seen that it's possible to actually bring down the energy consumption of buildings, particularly in a climate which is more favorable. You can bring it down to low energy buildings within a very short time period with right type of policies, whether it's incentives, whether it is regulations, or whether through awareness and capacity building of people. So I think it's very much possible to bring down the energy consumption in buildings. Second thing is buildings allow you to have what we call smart grids, decentralized energy generation, and find other solutions by which we can tide over the shortage of energy. But when it comes to transport sector, it's going to be a major issue. Rajat, what would you say about India and this, with the scale of these dimensions? What's the Indian response? Yes, I think let's try and understand the scale of the challenge from an Indian perspective. Now, India has about 1.1 billion people now, growing up to 1.5 billion in 2030. 320 million out of 1.1 billion are urbanized. And by 2030, 560 million will be urbanized. If those number of people choose to live like the Western countries, then the world will be a different place. A recent McKinsey report said 80% of India is yet to be built. So 80% of India of 2030 needs to be built, which means we are looking at 20 million houses in the next 5 years, about 13 million square feet of retail space, 19 million square feet of commercial space. I'm talking about a new country. And that's why the construction industry in India is contributing to about 10% of GDP, growing at the rate of 9%. But all that is okay. And what is more important is that by 2030, 6 cities in India will have more than 10 million people. And in these cities and other cities, buildings will contribute about 30% of energy use and carbon emissions. So I think it's easy to make policy for reducing energy use from buildings. What we have to ensure is that those policies are delivered to give us real reductions in energy use. Alors Jean-François Munster, vous êtes directeur scientifique de Total. Un mot déjà après ces premières analyses. Je vais le dire en français. Nous pensons dans le groupe que l'efficacité énergétique est une nécessité impérative pour le futur et nous y prêtons énormément d'attention. Cela concerne tous les secteurs d'activité. L'industrie n'a pas attendu parce qu'il y a un vrai intérêt économique. Dans un groupe comme Total, nous faisons 1,5% de progrès d'efficacité énergétique chaque année. Mais cela concerne tous les secteurs. La deuxième chose, on a vu les dimensions, cela concerne tous les pays du monde. Pas seulement les pays de l'OCDE, et en particulier la Chine, l'Inde, mais aussi, il ne faut pas oublier le reste du monde, parce que le besoin d'énergie, c'est pour tous les continents. L'Afrique a été mentionnée ce matin, et n'oublions jamais le besoin d'énergie des plus démunis et la croissance des pays dans tous les continents. Cette dimension-là est différente de la production d'énergie. Elle ne touche pas les secteurs concentrés seulement. Elle concerne tous les secteurs d'activité et tous les usages. Et c'est par l'usage que les progrès de l'efficacité énergétique se font privilégier. Et quand on le considère pour le groupe, ça devient du coup un enjeu de marché et une opportunité. Aujourd'hui, les produits qui sont efficaces du point de vue énergétique ont un avantage compétitif sur le marché. Et pour cette raison, nous avons choisi une démarche consistant à donner un label de qualité à certains de nos produits en termes de qualité environnementale et de qualité énergétique. Nous appelons Total Éco-Solutions. Et rien que les produits que nous avons déjà labellisés sur leur marché font économiser à nos clients de l'ordre de 740 000 tonnes de carbone chaque année. Et cette démarche étant en croissance, c'est une démarche de progrès pour nos clients, mais ça devient un avantage de marché pour nous. Merci. Alors, let's go back into English. Brahmanand, one of the reasons that we invited you is that you've recently published a report for UN Habitat entitled A Sustainable Urban Energy in Asia. I wonder if you could just give us a few of the key findings and a few points to ensure sustainable urban energy within Asia itself. What were the key findings of your report? We already heard in the previous session, we heard about population growth. It's urbanization, migration from rural areas to cities, because there is a huge potential for growth. And the third one is industrialization. You can see Asia is becoming the production house of the rest of the world. So we can see these three issues are most important. In the next 20 years, Asia is going to double almost the population, okay? Which means every year there'll be more than 40 million people coming into the cities
from the rural areas, because that's where the opportunities lie. China, presently, it's about 675 million, and after 20 years, it's going to be 1 billion. So these are huge challenges. As population comes in, we'll have to address them in a different manner. And cities consume a lot of energy. Giving you a figure of India, for instance, about 32% of the people live in cities, and they consume about 87% of all the electricity in the country. So that's a huge amount. If you look at the projections that are there in business as usual scenario, China is expected to grow, increase its generation capacity by about 230% in the next 25 years. India is talking about 430%. What does it mean actually? Okay. It's all going to be based on mostly coal. 70% of it is going to come from coal. We have seen already the type of problems. This morning, we saw what type of pollutions that they have, urban pollution due to the power plants. We need to look at them in a different manner. So my conclusions were the main 3 points that I take away from this document are, the first thing is we need to look at a new way of development without jeopardizing the environmental dimensions of it. Okay? People need to be more comfortable. We already heard in the previous session, we need to find new models of development. And I would summarize that by 3 words: sufficiency, because we still have hundreds of millions of people, those who do not have access to not only electricity, energy as such, clean energy for the activities. So the first one is sufficiency. At the same time, we heard Mr. Lamy mention in the morning, he talked about the rich countries, rich developing countries with poor people, or we define it as poor countries with rich people. So when you look at the statistics, the numbers seem to be very low, but even in those countries, there is a huge diversity. There are many people who live in a manner equivalent to the way people live in developed countries. So we need to look at how to bring in what we call energy modesty to a certain extent. Okay, so sufficiency, no doubt there is going to be efficiency and conservation. We have heard about it over and over again, and this is the main point of discussion: how do you bring in efficiency? And the third one is to see in what way we can reduce the carbon content of our energy consumption. So we shift away from fossil fuel to renewable energy sources. Most of the developments are going to take place in small, medium cities. And that's where we find today there is no capacity. People need to bring in higher capacity. There's no financial resources. In what way we can bring in financial resources? At the same time, we see that these cities are not, tied down with investments like in the big cities. So they do have a way of planning in a different manner altogether. And the last point I would like to emphasize is there is no way we can have one size fitting all. Each city is different. You have to look at the geographical context. You have to look at the economic development in those areas. And each city has to find its own way by smart people who are the decision makers. They will find new ways to find solutions locally. Rajat, would you agree with that? If I asked you, for example, to tell us the 3 main challenges for Asia if it wants to live on sustainable energy, what would you say they were? Yes, I think broadly I would agree with the findings. My 3 things would be as follows. First, I think energy demand reduction is essential for the success of any sustainable energy policy. A simple question is, how do we make people want less? I don't have the answers, but I think it's a fundamentally important question. The second thing is, some energy end users could be detrimental to sustainable energy policy. One thing that comes to mind is the growth of air conditioning. That has spiraled in every country. In Asia especially, it has gone over the roof. In India, for instance, 50% of energy used in commercial buildings is just for air conditioning. It's a growing problem. The third one is peak shortage. In India, for instance, there's a peak electricity shortage of about 11 to 13%. Now, no sustainable energy policy will work well if there's no demand-side management and load shifting, which have huge implications. And I'll add another fourth, which is, if we want sustainable energy policy to be successful, we have to look at social innovation practices. And as an example, in Japan, since 2005, there's been an initiative called CoolBiz, which requires all central government offices to operate their air conditioning at 28 degrees, and people are allowed to wear casual clothes. That's led to over 1 million tons of CO2 reduction within months.
Now, those kind of social innovations are essential for the success of sustainable energy policy. Now, Brahmanand, you also mentioned the trends in transport. What would you say we should expect in terms of transport in Asia? As I mentioned, transport sector is going to see a huge growth. We already see that. Many of the big cities you can see as people move from one place to another because there is more opportunity. They first look at individual mode of transport at a very low level of economic development. Okay? We have seen in Western countries where people have a certain level of economic development, they go for their own individual mode of transport. But in Asia, you can see people start going for two-wheeler first, and as they graduate, they go for four-wheeler when they can afford it. So there's a huge growth in motorized transport because people don't have any alternative. So it's a chicken and egg story. Other side, you can see the local authorities don't have the resources to actually meet the requirements, and so there is very little public transport development in many of the countries. I'm talking about small, medium cities. Even big cities, it's a very new phenomenon. You can start seeing that more public transportation, metros or SkyTrains that are coming up in the last decade or so. Okay? And the third one is the issue related to the urban sprawl. You can see as the cities spread out, and gradually people have to commute more, and they need to find a solution because there is no public transportation available. And as a result, you can see the number of vehicles are increasing in a tremendous pace. Okay? China, for instance, if you compare between 1980 and 1978 and 2008, there was a growth from something like 1% per thousand to 51% per thousand. So 51 times increase within a period of about 30 years. And we're going to see it further. From 58, it can go up to about 260 in the next 2 decades. Okay? The same thing as you can see, if you take, for example, in 2010, China and India alone, in a year, there were about 20 million cars sold, okay? Which is much more than what happened in the US, for instance. Okay? Of course, the numbers are very small compared to many other developed countries. But with that trend, we're going to see, with the population rise, you're going to see some major problems, particularly in emissions. The emission, which was transport-related emission, which was about 200 million tons of CO2. A few years back, now it has become something like 1 billion. And in another 20 years' time, it's going to be something like 3.5 billion tons of CO2 emissions. So all these figures you can see are going to be a big challenge. Most of the production is also taking place in these countries. China, for instance, is the leader now in the vehicle manufacture, whether it's two-wheeler, four-wheeler, transport vehicles, etc. They're the biggest manufacturers. So that's going to be another challenge in the future. Denis Clodig, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de la mobilité de demain? Moi, par exemple, j'avais une voiture jusqu'à il y a 5 ans. J'ai vendu ma voiture. Maintenant, je circule en Vélib partout. Donc, il y a quand même des gens, dans certaines civilisations, qui vont dans l'autre sens. La mobilité de demain, c'est quoi? Alors, la mobilité de demain, c'est d'abord elle est diversifiée. Quand on pense à ce qu'on vient de dire sur l'Asie, à savoir une énorme création de nouvelles villes et une énorme concentration, il y a d'abord une réflexion sur la mobilité urbaine. La mobilité urbaine, ça commence déjà par un réseau. Vous êtes parisien, vous avez le Vélib, mais vous avez apporté des transports en commun qui, globalement, fonctionnent. Donc, la question des infrastructures sur les grandes villes nouvelles est quelque chose d'énorme. Ensuite, si on regarde les mobilités assistées, on va avoir toute une série de véhicules différentes. Là, il faut penser à quelque chose sur les 2 roues, les 3 roues, sur l'électrification des véhicules légers. Et plus les véhicules vont devenir lourds, je dirais, moins ils sont adaptés à l'électricité si on veut faire de longs parcours. Donc, clairement, il y a l'hybridation. Et l'hybridation, je pense que Toyota a montré une voie extrêmement importante, puisqu'ils en sont à 5 millions de véhicules, alors que tout le monde les donnait perdants au point de départ. Donc, on va avoir une multiplicité de formes différentes et aussi des carburants qui seront différents. Et donc, je prends un exemple très simple. Si on pense au transport pondéreux, les poids lourds, longue distance, l'hybridation, ça n'a pas l'air évident. Il est possible qu'on aille vers les piles à combustible à condition qu'on sache produire un hydrogène un peu autrement, beaucoup autrement d'ailleurs. Et par contre, on peut penser à l'utilisation
de biogaz, c'est-à-dire reprendre des valeurs qu'on a laissées de côté jusqu'à présent. En un mot commençant, il faudra se mouvoir de manière adaptée suivant le rayon d'action qu'on veut avoir, et il faudra être le plus léger possible. Alors Jean-François Münster, la mobilité aussi, c'est votre raison d'être chez Total. Ça va changer complètement le fond de votre business avec toutes ces évolutions. Oh, la mobilité, effectivement, c'est la principale utilisation du pétrole. Et c'est même le pétrole presque la seule solution dont on dispose aujourd'hui quand on regarde à l'échelle mondiale pour la mobilité. En même temps, on voit bien que le sujet change, mais il change de multiples façons. Il y a la croissance de la population et le développement qui se traduit par une demande de mobilité. Et puis, il y a des évolutions en Europe, aux États-Unis, avec des baisses de consommation de carburant, qui en Europe sont à la fois liées à la crise économique, à la transformation du parc des véhicules, qui sont des véhicules qui consomment moins, et au fait que les gens utilisent un petit peu moins leur voiture qu'avant. Et tout cela se traduit par une tendance baissière en Europe. Mais il ne faut pas se tromper. La croissance dans le reste du monde, et encore une fois, elle n'est pas qu'en Asie, elle est au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Afrique. Cette croissance dans le reste du monde domine très largement la demande de mobilité aujourd'hui et la demande de produits pétroliers pour la mobilité. Donc on n'est pas dans une tendance de décroissance, on n'est pas inquiet pour ça. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas du tout opposés à la transformation du système. En fait, on y participe. Les véhicules consommant moins, on y participe. Et ayant en tête ce qu'on a récemment fait comme véhicule de démonstration technologique avec Peugeot, un véhicule 2 litres au 100 hybride, une voiture 5 places avec énormément de nervosité, fait partie pour nous d'une part des opportunités du futur. Je peux vous demander pourquoi, parce que ça peut paraître bizarre de l'extérieur. Parce qu'on fabrique des polymères, on fabrique des composites, on fabrique des lubrifiants. Et donc le véhicule du futur fait partie de nos marchés du futur partout. N'oubliez pas cependant qu'en particulier, ces véhicules basse consommation, si vous faites le bilan, c'est toujours celui-là qu'il faut regarder, du puits à la roue, c'est-à-dire de l'énergie primaire jusqu'à la mobilité. Un véhicule en dessous de 2 litres au 100 émet moins de CO2 du puits à la roue qu'un véhicule électrique avec le mix électrique européen. Sans parler du mix chinois ou américain ou israélien. Tout simplement parce que le CO2, il est, pour le mix électrique, dans la centrale. Donc, dans les solutions du futur, il y aura plusieurs solutions, mais les solutions des véhicules à très basse consommation à base de carburant font partie des options du futur, avec toute leur flexibilité et la rationalité d'usage du pétrole. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est l'inertie du système. Un véhicule dans la rue, il vit une dizaine d'années en moyenne mondiale. Ça veut dire que quand on pense qu'il va y avoir 5% de véhicules hybrides en 2020 sur le marché des nouveaux véhicules, il y aura encore les millions de véhicules dans la rue qu'il faudra satisfaire. Et ces millions de véhicules, c'est en particulier ceux qui s'achètent aujourd'hui dans les pays en très forte croissance de mobilité. Donc en fait, on est sur une tendance avec des mécanismes inertiels extrêmement forts qu'il va falloir satisfaire, parce qu'il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'économie. Alors, merci beaucoup pour la mobilité. Let's go back to buildings now and go into that a little bit more detail, especially in Asia, and talking about energy efficiency. Rajat, what should we expect in the next 10, 20 years in terms of new conceptions of buildings which save energy in Asia? Yes, I think we should remind ourselves that buildings is a fundamentally important sector for emission reductions, because globally buildings use about 40% of energy use, produce a third of our global carbon emissions. 60% of electricity that's used in the world happens in buildings, and this is supposed to double by 2030. So this is a sector which cannot be ignored, and we have to look at it carefully. We also know that the building area that we have in the world is about 148 billion square feet, and 73 billion square feet will be added by 2030. Most of this will actually be added in the developing world, and that creates another issue, because what will happen there is there will be an explosion in embodied energy, because of usage of timber, steel, concrete. And so we need to look at life cycle analysis for decision making if we want to reduce the impact of that kind of development. The other issue that will come to bear will be that, like the developed world, in the developing world, people will start to stay more inside buildings.
At the moment, we spend 90% of our lives inside buildings in the developed world, which means if we are going to continue that trend, we need to look at the impact of materials so that they don't cause health-related problems like asthma or other things. So there are going to be multitude of issues coming up. And what about China, Brahmanand? If you look at the figures for the new buildings in China, it's quite phenomenal. They're expected to grow from 20 billion to 30 billion square meter between the period 2010-2035. Quite expansive. Yes. The numbers are really big, and what is at stake is not the buildings which are already there, the new buildings that are going to come up, because that's where we need to look at in what way they can be developed in a manner that they consume much less compared to the buildings which are already there. We've seen already what's happening in Europe. We've seen the case of Germany or France. In China, there was an experiment which was done in the last decade, particularly with the support of France through the French GEF, Global Environment Facility. They could show that many of the cities, especially in the cold, harsh climate, it was possible to bring down the energy consumption by 65 to 75%, dividing by 4, which is the challenge for France in the future. So the government has come up with a policy with the next 5-year plan to see that 95% of the buildings which are constructed, they meet this level of reduction. Okay? Because today, the way buildings consume energy, whether it's lighting, whether it's cooling or heating, they're grossly inefficient. The amount of energy which goes into a coal-fired plant, only about 5% or less goes as a form of lighting, and similarly for heating and cooling applications. So I think the cities have a big challenge, because it's not just the government making policy, but you need to catch up with the regulation, the legislation, and the local authorities need to have that capacity to actually implement it, to enforce those. So what the government has done in China particularly is to pick up the cities which are ahead, where they have good decision makers, and they're trying to set this example so that the other cities can Which follow. cities were examples? Shanghai? Shanghai is one of the 3 cities where the whole exercise started. In Wuhan, okay, in cold climate, in Beijing, and in Shanghai. There are 3 different climates. The requirements are very different in the 3 different climates. The government has tried out experiment to see what is happening in the cold climate, in a temperate climate, and in a climate where you require heating in winter and cooling in summer. Alors, Denis Clodic, quand on écoute tout ça, on se dit que finalement, ils ont peut-être de la chance en Asie, parce qu'il faut qu'ils conçoivent de nouvelles villes. Donc, ils peuvent repartir dans un sens à zéro, tandis que nous, la situation est bien différente en Europe, où la plupart des bâtiments qui existent déjà étaient conçus il y a longtemps, à une époque où l'efficacité énergétique était loin d'être sur le cahier des charges. Alors, toute la question, donc, c'est d'améliorer l'existant en Europe. C'est problématique aussi. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que est-ce qu'on est obligatoirement esclave de la durée de vie des bâtiments auxquels on est habitué? Je rappelle que les maisons japonaises en bois ont une durée de vie moyenne de 19 ans. Nous, on a l'habitude d'avoir des maisons centenaires. Je pense qu'il faudrait se poser la question de est-ce qu'il faut démolir ou est-ce qu'il faut réhabiliter? Si on réhabilite, un point clé, c'est d'avoir une vue complète du bâtiment et non pas de travailler par patchwork. En fait, il y a des mesures qui sont cohérentes, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est gagnant dans tous les cas d'isoler la toiture, c'est gagnant d'isoler les murs, mais si on veut avoir, je dirais, la rupture du point de vue énergétique, on a intérêt à avoir une vision d'ensemble de la réhabilitation. Et pour ça, je dirais, on y reviendra plus tard, mais il faut mobiliser, je dirais, des finances qui ne se mobilisent pas facilement. Et ça, si on veut être dans le long terme et dans la réhabilitation, il va falloir trouver des autres modes de financement que ceux qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors, Rajat, can we talk about low carbon buildings? Do you expect any breakthrough technologies which you will see as being a game changer coming up soon? Yes, my view is that, the technologies are out there already. The UN reports have confirmed that, you can get to 30 to 80% reductions from buildings using existing technologies. The issue is that it's the user interface of those technologies that we have to work on. The user interface needs to be designed well because, as shown in the slide, people have a big impact on energy use and people behavior is very important. And there's work going on in designing those interfaces because the better those interfaces are, it will help with better energy management and better operation of those buildings. Now, we try to,
consider that, and I developed a model some years back called Decorum, which is a carbon mapping tool essentially. And as the slide shows, what the model does is on a GIS platform, it can, for local authorities, for householders, for community groups, and measure, model, and map the energy use and carbon emissions of every house in that area, and create scenarios for emission reductions on a house-by-house level, and also cost them. So you can start to look at pounds per ton of CO2 saved per house. We've so far mapped, several cities across the UK, covering about 5,000 houses. We work a lot with community groups who take these maps house by house and help in increasing the uptake of these measures. So it's a way of making energy use more visible. Are they easily received? Are people happy to do this, or is it a bit Big Brother-ish? When we started it, there were issues about privacy. Having done that for about 20 cities and communities now, we find that what people want to know is, what's the energy use of my neighbor? What's the average energy use? That thing about comparison is considered to be a good thing, and that's actually driving behavior change. Now, saying all this is easy, but one of the problems that we are finding in the UK and probably elsewhere is this issue of performance gap. The issue between what we design versus what we get. The difference between design intent and actual performance. And this can undermine all targets that any country might set, including UK. For instance, UK has targets to achieve zero carbon housing by 2016, non-domestic zero carbon by 2019. And the reason why energy performance gap arises is because of the assumptions that we make in the model, the changes in the design process, the issues with installation of things, lack of commissioning, lack of handover to occupants, occupant behavior as well, and how they operate it. And all that adds up to actually show performance, which is at least 300% worse than what was predicted. So clearly, we are imagining carbon reductions. We aren't getting them if we don't address this. Ok, si on peut regarder dans la boule de cristal, je vais vous demander d'écrire, peut-être vous, Denis, le bâtiment efficace énergétiquement de demain. À quoi ça va ressembler? Est-ce qu'on le connaît déjà? Je pense que le bâtiment, en fait, il faut penser aussi à l'îlot. Et j'ai choisi cette image qu'on va voir bientôt, parce qu'elle rappelle plusieurs choses. D'abord, que l'imagination n'a pas de limite, en particulier pour les architectes, mais ça indique quelque chose qu'il faut penser au niveau de l'îlot, au niveau du quartier. Et donc, l'urbanisme fait partie de la pensée qui permet d'aller vers le bâtiment nouveau. Parce que j'aime bien dans l'ensemble de ces réseaux qui sont apparents, c'est qu'on ne comprend pas tous à quoi ils servent, mais que la première chose des nouveaux bâtiments, c'est qu'ils sont irrigués de réseaux multiples. Donc que ce soit de l'eau chaude, tiède, froide, que ce soit de la lumière, que ce soit de l'information, et que ce soit aussi la gestion des déchets et aussi du renouvellement des plantes. Et naturellement la circulation. Donc je pense que, d'autre part, les algorithmes qui permettent de sortir des bâtiments comme ça sont des algorithmes complexes qui prennent en compte des interactions multiples qu'un seul cerveau et même une équipe de cerveaux n'arrivent pas à prendre. Donc il faut jeter un certain nombre d'initiatives, réfléchir et choisir. Excusez-moi, ça n'existe pas encore, ça. Ça existe. Ça existe. Où ça? Ça existe. En Californie. D'accord. Bien. Anybody else like to discuss the possibilities of a perfect? Yes, I think China, for instance, has found new ways because the rate of production of housing is very, very high. So they have standardized things. For example, there are Chinese who are building multi-story houses within a period of 2 weeks, which is unimaginable. You can see here buildings are being constructed over a year or longer than that. And in doing so, they're actually looking at how to reduce the embodied energy in the building, how to design it right from the beginning so there is less amount of debris produced when the building is being constructed. So, that's in the right way because they have an economy of scale. They have a demand for it. They can go for this type of development. It cannot happen in all other countries. Only in big countries there is a scope for doing this.
Okay, well, let's look around the world. We've got an international panel here for sustainable cities, which you would like to cite as an example. Rajat, you've been working in this field. Give us names, name names. Which cities do you think are a benchmark for sustainable energy? Yes, I think one city that springs to mind immediately is Freiburg in Germany. I think that is a true solar city in that sense. Buildings in Freiburg have a reduced demand, firstly, for energy, and that reduced demand is met by on-site solar technologies. In that way, buildings have been future-proofed, for now and the future in terms of blackouts or brownouts. And I think that's a good example. Closer to home, in Oxford or Oxfordshire, we are building the Northwest Bicester Ecotown, which has 5,000 homes, and that's supposed to be a walkable community, which is zero carbon homes, smart grids, and phase 1 is ongoing. In UK, there is another example that's cited is Woking, close to London, which achieved 60% carbon reductions in reality. And the reason was that they had co- and tri-generation, and also they had the UK's first successful commercial fuel cell, a 200 kilowatt system, which led to massive energy reductions. There's another development in UK which is worth citing. It's called BEDZ, Beddington Zero Energy Development, built in 2002, and that was designed to achieve zero energy homes with electric transports, and all the materials that went into building that development were sourced within 35-mile radius, and that's quite phenomenal, I think. And the other thing I would like to mention is the rise of community energy. That's growing in the UK. There are about 5,000 community groups, about 1,000 of them focusing just on climate change action, which are looking at renovating the existing stock to really low energy standards, and also having supply side wind turbines and solar panels. Brahmanand, I'm sure there are some model cities in Asia, of these new cities that are springing up every 20 minutes. Can you give us a few best practice examples? I mean, there are good practices of different nature, but as we heard earlier, you need to bring in all these smaller components together. The whole challenge is energy is not just about electricity. Okay? Energy is also about bringing water, sanitation, wastewater treatment, solid waste management, transportation of that. So all that is linked with energy. So how do you bring in a system by which you combine all of them together and minimize the requirements? And I think that's where many cities fail. You have good examples of cities. For example, if you take Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, they have managed to have districts where they have centralized energy generation facilities, where you produce electricity, you produce heat, and the heat is used as, to produce cooling, and you have a district cooling network which is supplying to different buildings. But again, these buildings are far from other things. So people have to have a car to move from one place to another. A couple of cities that come in my mind, for example, Singapore definitely is a good example. Hong Kong also is a good example. These are all city-states. They're very compact. We have also some cities in Japan or South Korea, which is more recent. So it's a question of political will in these particular cities to do it. It's not only about the will, it's also the means. If you look at Singapore and Hong Kong, they are very dense city-states. The per capita income is very high. If you talk about Hong Kong, you're talking about $30,000. Seoul, you're talking about something like $80,000. And you're talking about cities which are 6 to 10 million people, but very, very compact. Hong Kong has a nice policy. For example, people see these skyscrapers in Hong Kong. That's the example of the development. But if you go to Hong Kong, you will find only about 10% of it is actually built. The rest of the area is left as green, so that people have the way to go out. So as a dense city, they've tried to see in what way people don't have to commute much. And the transport facilities are done in such a manner that you have pedestrian walkways, you have moving escalators, you have, name anything, they have tram, bus, everything in a very short distance. So people don't have to think about owning a vehicle. The same thing goes for Singapore. Hong Kong, again, the buildings themselves require a huge amount of electricity. About 90% of the energy goes in the buildings itself. So the government has tried to see in what way they can bring in innovative policies by bringing in legislation, particularly building codes, by which the new developers are seeing in what way they can minimize the energy consumption to a great extent. Jean-François Minster, je ne vous ai pas posé la question encore de l'efficacité dans les bâtiments. Est-ce que Total est concerné?
Total est concerné par la ville en général et la ville de demain en particulier. D'une part parce qu'on oublie toujours la croissance de la population, les milliards d'habitants supplémentaires. En équivalence, c'est 100 villes de 1 million d'habitants nouvelles chaque année. Rien que la croissance de la population. Et se rajoute la mobilité vers les villes qui est mondiale. Et évidemment, le problème n'est pas posé du tout dans les mêmes termes dans nos pays de villes anciennes et de populations stables et dans les pays de forte croissance de population et de forte migration, sans compter qu'il ne faut pas oublier les villes des pays les plus pauvres avec leurs étendues de banlieues pauvres considérables. Donc on est tous concernés par la ville et les problèmes énergétiques, comme il était mentionné dans la ville, posent des problèmes d'infrastructure, de distribution, de construction en même temps qu'on construit le tissu urbain qui sont particuliers. On est concerné parce que, évidemment, on continue de vendre du fioul domestique, mais c'est aussi un des enjeux majeurs des énergies nouvelles. Les énergies nouvelles dans le futur, pour la ville, posent des problèmes différents. La production décentralisée sur l'habitat dans la ville est compliquée à gérer. On ne peut pas le penser sans penser la structure d'ensemble, la relation entre les bâtiments. Et donc l'aval de la chaîne des énergies renouvelables liées avec les quartiers intelligents et toutes ces problématiques-là font partie du futur des sociétés énergétiques. Et évidemment, on regarde de près, voire on participe à des expérimentations et on étudie les technologies qui permettront de satisfaire cela. Alors c'est très beau de parler des bâtiments, mais Denis Clodic, on ignore peut-être un tout petit peu l'éléphant dans la pièce. The elephant in the room, c'est l'industrie. Comment penser l'industrie dans la ville? Parce que les villes ont besoin d'industrie, c'est les industries qui sont les plus polluantes de loin. Alors, il y a une chose que avec un micro, voilà. Il y a une chose que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure à propos des stratégies pour les bâtiments, c'est tout ce qui relève de la récupération d'énergie et si on va plus loin, vers le symbiotisme énergétique. Alors justement, quand on parle de l'industrie, un des points clés, c'est qu'on a les moyens de réfléchir là aussi, non seulement au niveau de l'unité de production, de l'entreprise, mais de réseaux d'entreprises qui font sens entre eux. Et donc, ça a été nommé avec ce qui apparaissait comme un oxymore, l'écologie industrielle. Et en fait, l'écologie industrielle, c'est, je dirais comme principe, d'abord, partageons tout ce qu'on peut partager, et en particulier l'énergie, à différents niveaux de température, ou de l'énergie mécanique. D'autre part, faisons que les déchets des autres peuvent être les produits des suivants. Et ça, je pense que c'est un point clé et qui a à voir d'ailleurs avec l'intégration des villes, l'intégration des industries dans les villes. Donc c'est une pensée, je dirais, qui a commencé, sur laquelle il y a des exemples, ça existe depuis 30 ans, et c'est en train de proliférer. Alors naturellement, c'est un peu dommage pour nous, mais on risque de voir le symbiotisme énergétique et l'écologie industrielle naître là où il y a le plus d'industrie, c'est-à-dire en Chine. Et donc je pense que pour nous, il faut repenser la rénovation industrielle avec ces méthodes-là, et en particulier dans les villes où il y a déjà une intensité énergétique importante du point de vue industriel. Brahmanand, I saw you nodding over that because we always think of China as a great polluter in terms of its industrial power, but do you think China could actually provide new solutions because it's having to think things over again? Could China show the way in terms of industrial cleanliness? Yeah. I think you heard in the morning the government is very conscious about it, and people themselves realize that this type of development cannot continue because of the pollution. One aspect. The other one is the amount of waste which is generated. So the government with the National Economic Development and Reform Commission, way back in 2006, started adopting what they call circular economy. How do you bring in a circular economy instead of having a linear economy where you take resources, produce something, use it, and trash it? So how do you change that to make sure that it goes back as a raw material? So the government started off this because they realized that it's not going to improve the well-being of people the way the development is taking place. So as a result, they took up 4 different issues. One was how to address the energy-intensive industries. The second thing was to look at industries which have a potential to recycle many of the products. And one of the areas that looked at is how to address the issues of cities. How can the cities start adopting the circular economy concept, okay? Industrial symbiosis by which the waste of one industry becomes the food for another, by which we close the loop to a great extent.
So in 2008, they took up 4 cities. One of the cities was Dalian, which is again an industrial city. They try to see in what way they can work with the city to find new ways of development. And they put a few targets to see in what way some of the industries can change the way they would bring the development. They provided some incentives. There were 3 other cities, including Beijing and Shanghai. And these cities, again, you can see from this diagram that many of these cities have a huge share of energy used in industry, okay? Whether it's Beijing or Shanghai. The industry has a huge share of energy, which is mostly for production practices. So looking at that, by 2010, they found that it was actually possible, particularly in these 3 cities that they had started up this demonstration. They found that it was actually possible to achieve, to a great extent, the reduction of resource use and not producing so much amount of waste. This experiment has given them that hope that they can take it up in other cities. But the challenge has been thrown mostly to the urban authorities, the local authorities. There are many challenges for these local authorities because if you go down to the local level, these cities got support from the national level, whereas the other cities that are supposed to take it up in future, they don't necessarily have the similar type of expertise, the technical expertise required, the tools that are required to carry this out. And many of these urban authorities are faced with industrialists who have a strong power. Okay, so they don't dare, and the problem of corruption also, which comes in, by which the willpower is lacking, particularly for the local authorities to go all the way to make things happen. Jean-François Munster, ce serait intéressant d'avoir la position de Total sur l'écologie industrielle. Oui, ce n'est pas un sujet qui nous est étranger. D'abord, le graphique qu'on vient de voir montre bien qu'il faut penser aussi l'efficacité énergétique dans l'industrie. Ça fait partie du paysage et ça s'impose. Les industries qui sont énergie intensive, comme le raffinage chez nous, ça fait longtemps qu'ils ont cherché à intégrer du mieux possible à l'échelle de l'usine. Là où il y a des excès de chaleur, utiliser cette chaleur en excès pour là où il y a des déficits ou des besoins de réchauffage. Ça ne suffit pas de regarder la consommation. Il faut regarder les irréversibilités, il faut regarder les pertes. Et en fait, on voit bien qu'il y a des endroits où il y a des pertes irréversibles, on ne sait pas très bien faire. Il faut aussi se poser la question sans cesse dans l'usine de savoir si au périmètre de l'usine, c'est la bonne solution. Et là, on rentre dans des logiques d'écologie industrielle. Le dessin qu'a montré Denis Clodic, c'est le dessin de la ville de Kalundborg au Danemark. Il ne faut pas croire que ça s'est fait en un jour. Ça s'est fait en 30 ans, progressivement, flèche par flèche. Et chacune a été faite entre les 2 industriels concernés dans une logique où cette flèche-là avait une rentabilité économique au moment où elle était faite. Et ce n'était pas une optimisation d'ensemble. Ça s'est fait où il y a eu des politiques publiques pour les infrastructures dans le voisinage, mais très peu de politiques publiques d'incitation. Ce qui est différent du modèle chinois, où ce sont des politiques d'établissement de nouveaux campus industriels où on cherche à optimiser les choses. Donc ce schéma-là est bien plus adapté au schéma de fonctionnement de sites industriels qui préexistent. Ce schéma-là, il faut avoir en tête aussi qu'il donne son plein effet dans la durée, mais chaque pas, en fait, ce n'est pas une logique d'écologie industrielle, c'est une logique économique. Je peux faire des économies et je peux avoir une ressource, meilleur marché, en allant m'adresser aux voisins. Dans le monde, il y a à peu près une vingtaine de sites de ce genre-là. Presque toutes ont des unités de raffinage, comme celui-là, et de pétrochimie. Et il se trouve que chez nous, nous avons 6 plateformes industrielles dans lesquelles nous sommes en train d'intégrer, du point de vue de l'énergie, de l'eau, des services, de la logistique, ces unités-là, parce que c'est là où on va faire des gros gains maintenant d'efficacité énergétique. Et enfin, toutes ces industries émettent de la chaleur, et cette chaleur, c'est une perte aujourd'hui, il faut la transformer en une valeur. C'est-à-dire qu'il faut développer des technologies qui permettent d'utiliser cette chaleur de façon économique, elle n'existe pas très bien aujourd'hui, de façon à l'utiliser dans le voisinage, dans la ville et ce genre de choses. Enfin, je voulais commenter, il y a 2 ans avec l'ADEME, on a lancé une étude auprès des industriels français pour savoir ce qu'ils faisaient sur l'efficacité énergétique. Il y avait des équipementiers, donc des gens qui vendent des appareils efficaces, et des sociétés productrices dans tous les secteurs industriels. 90% d'entre eux nous ont répondu que l'efficacité énergétique, c'était un sujet. À peu près les 2 tiers nous ont dit qu'ils avaient fait récemment quelque chose sur le sujet.
Et plus de la moitié nous ont dit on ne sait pas très bien quoi faire. Parce que ce n'est pas un problème si simple. Quels sont les systèmes, l'analyse énergétique? Il y a un vrai savoir-faire. Denis, c'est sa spécialité, il connaît. Mais un industriel particulier, il ne va pas forcément trouver. Et trouver en plus la solution qui a un sens économique, c'est un vrai travail de spécialiste. Et donc, faire du progrès de l'efficacité énergétique dans l'industrie, il y a un très très gros effort d'accompagnement, de soutien du point de vue conseil, technique, etc., pour que ça se répande partout. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Alors, ce sera ma dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute 30, dans 30 secondes, 30 seconds each. Is energy efficiency profitable in the long run? Yes, I think it's a great business opportunity. A recent UN report confirmed that investment in energy efficiency measures in buildings could generate up to 3.5 million jobs in Europe and US. Many developing countries are looking at green growth, which is about being as much green as much as about growth. And central to green growth is looking at creation of green jobs. So, in jobs in retrofitting existing buildings, jobs for, creating new low energy buildings. So yes, I would see it as a big opportunity. Thanks, Rajat. Brahmanand, your conclusion. No, I think it's a big business. There was a report which was produced for India, 2012. They estimated the business for energy efficiency alone would be something like 12 billion. And we're talking about in the next decade, it's going to be something 10 times more, 120 billion. Energy efficiency alone, if you look at overall the clean technology, because we are talking a lot about clean technologies, and energy efficiency represents about 50% of that market alone. The only problem is not that visible. People are more attracted towards renewable energy. When you put something on the rooftop, it's more visible, whereas energy efficiency is not. But if you can eliminate that altogether, we have seen at the end point, if you're reducing the energy efficiency, in the whole chain, your savings are going to be much greater. There are lots of challenges. Mr. Lamy pointed out about the discount rate. That's only one of the challenges. Many people don't understand what energy efficiency is all about. Okay? We also heard about energy efficiency and energy performance. There's a big difference between efficiency and performance because you can always improve the efficiency, but there is a rebound effect because people tend to use more. They say, I have saved, so I can go for more consumption. So that's looking at how you bring in the concept of energy performance. Okay? The biggest challenge perhaps is the financing, because many of the financial institutions do not really understand what energy efficiency is all about. It's much easier to get a loan for a house, but it's much more difficult to get a loan for an energy efficient house. This is changing slowly. It might take a while, but that's the only way to go about. Denis Clodic, le mot de la fin. 3 messages. Le premier, pour faire passer l'efficacité énergétique, il faut parfois faire passer 2 choses à la fois. Efficacité énergétique et dépollution, par exemple, efficacité énergétique et plus grande qualité. Ça, c'est un premier point. Mais je dirais ça, c'est du type bottom-up. On a besoin de choses top-down, c'est-à-dire on a besoin d'un planning général avec des objectifs et des modes de financement auxquels on se tient. C'est-à-dire qu'il faut penser au moins d'abord à 7 ans, puis à 20 ans, puis à 50 ans, et tenir les objectifs. Voilà. Et donc, ça veut dire des financements avec. Parfait. Vous voulez ajouter un petit mot? Oui, il faut faire attention. L'efficacité énergétique, on peut dire qu'elle est rentable, mais il a été mentionné tout à l'heure par Laurence Tubiana, un retour sur investissement d'une dizaine d'années. C'est trop long. Il faut baisser le coût de toutes ces technologies. Sinon, ça ne se répandra pas partout. L'efficacité énergétique se répandra le jour où les coûts auront baissé significativement. Merci, messieurs. Thank you very much indeed. Juste le temps de prendre quelques... On peut les applaudir peut-être parce que vraiment, c'était très riche. Merci. Je me retourne. Je ne sais pas s'il y a des questions qui paraissent sur Twitter. Voilà. Donc, how optimistic are you? India will be able to build clean new cities, although this will involve added investment. I suppose that's for you, Rajat or Brahmanand? How optimistic you are about India's capacity to build all these wonderful clean new cities, because it'll cost money. It's not a technical issue. I think we do have the technical solutions. It's a question of how do you bring all these different arts together. And that's a big challenge, because at the local level,
people don't have the competence. I mentioned earlier in my report, I talked about many of the urban authorities, local authorities do not have the competence, they don't have the financial means, and the central government does not necessarily provide them that type of flexibility to develop in a different manner. We have to find local solutions. On one side, I'm optimist, especially for small, medium cities. Big cities, it's a lost case because it's very difficult to bring back, especially at the rate of growth of these big cities, where there's a attraction from the rural areas for people to migrate to the urban areas. But small, medium cities, I believe in the next decade or so, things are going to change. Particularly, the government has adopted a policy of looking at how to address the climate issues and through that bring in solution to the cities. And Rajat? I think I'm very optimistic. In less than 3 years, almost everybody in India has a mobile phone. That happened really, really quickly. If that could happen, going on to clean, affordable, healthy ways of producing and using energy in cities could definitely happen. I think we just need the will. The technical expertise is there. And if we can make the mobile revolution, I'm sure we can make this revolution happen. Right, we have a question from a gentleman here. If you could pass him the microphone, if you could tell us who you are. Oui, Jean-Paul Gourlia, certains savent que j'ai un certain tropisme pour l'efficacité énergétique. Vous avez abordé un certain nombre de concepts au travers de la notion d'écoparc, au niveau de la notion de smart grid, de mobilité urbaine, pardon. Globalement, c'est la notion de système, notion à laquelle je suis attaché. Plus globalement, par contre, on n'a pas du tout abordé les problèmes d'aménagement du territoire plus globalement, et en particulier tout ce qui est transport interurbain, qu'il faut minimiser, voire dans certaines industries où il y a une complexité de la logistique, il me semble qu'il y a une réflexion à mener dans ce domaine. Quel est votre avis? Je ne sais pas qui veut prendre ça. Bon, Jean-Paul, tu as raison que la notion de système est importante et elle s'implique à différentes échelles. Du système de l'usine dans son paysage et de la ville et de son usine et de la ville dans le territoire, voire dans le continent. Sans compter que l'essentiel du transport est mondial et qu'il faudrait aussi penser le système mondial. Il n'y a pas de doute pour cela. Simplement, on ne peut pas tout traiter en même temps et donc on est obligé de le segmenter par échelle. Et je pense que le système du territoire national, c'est un système qui rapidement renvoie vers des logiques de politique publique, de construction d'infrastructures, de déploiement sur le territoire. Et plus on est à des grandes échelles, plus la dimension politique du système est forte, à mon avis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut très bien avoir des bâtiments qui sont très efficaces, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays, mais il n'y a pas une politique de regarder comment on peut faire une planification dans la ville. On laisse, par exemple, le secteur privé de gérer d'une certaine façon les problématiques de bâtiments ou bien le transport, mais il n'y a pas une planification au niveau urbain. Ça, c'est quelque chose qui manque, parce qu'il n'y a pas une coordination entre les différents départements du gouvernement. Et si on n'arrive pas vraiment à avoir une planification au niveau urbain, il y aura toujours ce problème. Il y aura des îles de compétences, des résultats très efficaces, mais en gros, en globalité, on n'aura pas de résultats de type que vous parlez. Bonjour, Stéphane Signoret, journaliste, Énergie Plus, juste ici. Là. Deux questions, en fait. La première, Laurence Toubiana, ce matin, a rappelé l'objectif, qui n'est pas encore fixé dans la loi, mais de réduire de 50% la consommation d'énergie en France. Est-ce que d'abord c'est un objectif qui vous semble réalisable, enfin, en tout cas pour ceux qui connaissent la France? Et puis deuxième question, est-ce que du coup, si on allait vers cet objectif, ce ne serait pas l'occasion pour les entreprises françaises de faire valoir leur savoir-faire dans d'autres pays? Encore un mois. C'est difficile de savoir si c'est réalisable ou pas. Il y a eu des transformations des pays, y compris de la France, aussi importantes sur des durées de ce genre-là. Et donc, dire que c'est irréalisable, ça serait être malthusien a priori. A contrario, il faut faire un petit peu attention qu'on ne peut pas penser la transformation d'un pays sans l'inscrire dans le monde. N'oubliez pas, comme caricature, quand on parle du prix de l'énergie en France, le prix du pétrole, ça dépend de l'Arabie Saoudite. La crise du photovoltaïque, elle est venue de Chine. C'est la transformation du gaz de schiste des États-Unis. Et la crise du nucléaire, c'est la suite de Fukushima. Donc se projeter dans le périmètre national,
sans même parler du besoin d'intégration européenne, au moins des infrastructures d'échange, est très difficile. La deuxième chose, c'est que pour faire ces transformations, il faut créer de la valeur. Et imaginer que la totalité du secteur de cette création de valeur sera de l'emploi en France, c'est un peu une utopie. Ce n'est pas comme ça que se développe l'économie. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'on crée une technologie avancée aujourd'hui, on vit un changement qualitatif. Pendant très longtemps, on commençait par établir sa technologie sur son marché local. Et puis après, on allait gagner l'international. Aujourd'hui, dans le monde actuel, quand on a une technologie avancée, il faut la porter directement dans le monde, là où il y a des acheteurs. Sinon, c'est quelqu'un d'autre le fera. Personne n'a besoin de nous pour une technologie. Et par conséquent, le paysage dans lequel s'inscrit la production nationale de technologies avancées, et l'énergie du futur, c'est de la technologie avancée, le bâtiment du futur, c'est l'énergie avancée, ça doit être extrêmement offensif et pragmatique là où il y a les marchés. Et si ça bouge sur n'importe quel secteur ailleurs, c'est là qu'il faut y aller. Brahmanan, quickly. Je voulais juste ajouter, on a la technologie, comme Rajat Gupta a mentionné, on a la technologie. Ce n'est pas une question de technologie seulement. Mais s'il n'y a pas de changement de comportement des gens, tous les efforts qu'on fait, ça ne sera pas assez. Okay? 50% ou 25%, tout ça, ça dépendra de si on arrive à vraiment comprendre les problématiques. Ce n'est pas uniquement une question de ressources, mais c'est aussi l'environnement. S'il n'y a pas un changement de comportement, pas seulement en France, partout ailleurs dans le monde, on n'arrivera jamais à atteindre le but. Merci beaucoup en français aussi. Voilà, donc thank you very much indeed. Do you want to say a quick word, Rajat? I just want to say that, for 50% reductions, what you really need is user engagement first. After you've had that, energy efficiency, renewables, anything can be done. Thank you. I'm going to stop it there. This could go on for longer, but thank you very much indeed. Messieurs, merci de votre présence. Thank you very much indeed for having travelled all the way to Paris today to take part in our debate and to tell us about what happens in Asia.